Des réformes, nous allons en parler s'il s'agit des réformes sur les libertés individuelles et collectives. Et là, nous nous focalisons sur les lois qui ont été prises pour encadrer le droit de grève au Bénin. Alors, ça fait un tollé dans l'opinion. Certains n'ont pas hésité à dire que c'était un reniement, ni plus ni moins, des grands acquis de la conférence nationale. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont pensé cela? Vous savez, la conférence des forces vives de la nation béninoise a été, pour la plupart d'entre nous, la renaissance de notre espérance de développement dans un environnement de liberté, de démocratie. Et pour certains, cela devait suffire pour nous développer, pour nous épanouir. Comme je l'ai dit tantôt, en fait, c'était le point de départ, c'était le point zéro. On ne peut pas penser, espérer, comme certains de nos concitoyens, que la conférence nationale et les textes fondateurs de notre nouvelle dynamique suffiraient à eux seuls pour créer le développement, créer la richesse, créer les emplois. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'entre nous continuent de penser que les acquis de la conférence suffisent. Et en termes d'acquis, c'est notre choix politique fondamental de démocratie et l'économie libérale. Mais 30 ans sont passés. Et quand on fait le bilan de notre évolution, de ce que nous avons fait de notre pays, de ce que ce nouvel environnement nous a permis de construire, est-ce qu'on peut être fier du parcours, des résultats? Tout le monde reconnaît que nous manquons de tout. Que même les choses les plus caractéristiques de ce que nous avons été, l'école, s'est dégradée. La santé, n'en parlons plus. Les infrastructures minimum de confort de vie, l'eau, l'électricité, manquent à la plupart de nos concitoyens. Alors, est-ce que nous restons sur cette lancée de fierté des tests qui fondent à nouveau le Bénin depuis ce temps-là? Nous refusons de diagnostiquer notre environnement pour voir qu'est-ce qui fait que le développement n'est pas au rendez-vous 30 ans après. Le rôle des dirigeants, le rôle des gouvernants, de la cité, c'est bien celui-là, de faire le diagnostic et de procéder aux ajustements nécessaires, capables, susceptibles d'impulser enfin le développement. C'est ce que j'essaie de faire avec l'équipe actuelle, mon équipe, et cela peut être diversement apprécié. Est-ce qu'il n'était pas temps de réformer nos habitudes, de nous mettre au travail un peu plus sérieusement? Les réformes, ce n'est que ça. Je peux vous dire que pour nous développer, et d'ailleurs comme la plupart des communautés humaines, quelle que soit l'époque, quelle que soit la région, il n'est pas nécessaire d'avoir du pétrole, d'avoir du diamant, d'avoir du bois, d'avoir des richesses du sous-sol. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable pour se développer. Toutes les communautés humaines, quelle que soit l'époque, ont su affronter les conditions de vie, les obstacles à leur développement, et avec leurs mains et leurs têtes, ils ont pu transformer leur environnement, apporter une réponse à leurs préoccupations, à leurs besoins, et se développer. Le pétrole en soi, brut, n'est pas une richesse. Il a fallu transformer pour faire de ce produit une richesse à la dimension que nous lui connaissons aujourd'hui. Or, ce qui caractérise cette capacité de l'homme à avancer, à transformer son environnement, c'est son sérieux, sa rigueur, son abnégation à faire ce qu'il convient de faire. Et cela seul peut suffire. D'ailleurs, pas peut suffire, cela seul suffit. Bon, je vais arrêter là, parce que c'est son blabla. Voilà. Comme d'habitude, vous montrer quelques extraits avant d'intervenir. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 12 février 2021 déjà. Et je suis Djoubian sur le net. Je suis panafricain, convaincu, résolument convaincu, panafricain. Et accessoirement, je suis spécialiste de la France. Je reviens donc sur l'actualité au Bénin et la commission, je crois, chargée de recevoir les candidatures au Bénin pour les élections présidentielles prévues, je crois, le 11 avril prochain. Eh bien, sur 20 candidatures, y compris celle de M. Talon, l'un des mercenaires au service de la France, je vais le dire, je vais le rappeler constamment, eh bien, finalement, le monsieur
il a retenu 2 candidatures. Voilà, donc 2 candidatures, et lui, ça fait 3 candidats. Avec la corruption morale et corruption matérielle. Parce que FCBE, enfin en tout cas l'ancien parti du président, l'ancien président, le parti de l'ancien président Yahi Boni, voilà, il a récupéré, ni plus ni moins. Et puis il y a un ancien ministre là qui est lui candidat. Donc autant dire que il n'est pas original, monsieur Talon, dans cette démarche-là. Puisque avant lui, il y a monsieur Ouattara qui a fait de même. Et donc, très rapidement, c'est de dire quoi? C'est de dire que l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un entretien qu'il a accordé, je crois, à une chaîne de télévision, ou c'est pas la télévision nationale béninoise, il n'y a pas très longtemps, puisque c'était pour célébrer les 30 ans de la conférence nationale. Mais moi, j'ai pris cette partie-là, alors qu'il y a d'autres parties que j'aurais pu prendre, mais comme je fais toujours mes vidéos en introduisant quelques extraits, et ce que je constate tout au long de l'entretien, en gros, le monsieur, il croit qu'il est plus intelligent que tous les Béninois. C'est ça, en réalité. Parce qu'il dit quoi? Il dit que le constat qu'il fait, hein, bon là je résume un peu, c'est l'anarchie pour lui, ce qui est sorti de la conférence nationale. C'est-à-dire que suite à la conférence nationale, puisque lui il est dans la religion du développement, enfin, il se réveille le matin jusqu'à son coucher, il faut se développer. Bon, peu importe par quel biais, voilà, il faut se développer. Au mépris des droits des citoyens béninois, voilà. Il bafoue tous les droits et il joue les comment on appelle ça, les incorruptibles, alors que c'est pas vrai, puisque lui-même il est un voyou en col blanc. Les choses sont claires pour moi, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah ben oui, Patrice Talon est un voyou en col blanc parce que il parle de faire le bilan de la conférence nationale. En gros, lui il dit bon mais c'est gentil la conférence nationale, sauf que c'est pas ça qui va nous amener le développement. Et oui, et moi, quand c'est comme ça, j'ai dit, ben écoute, soit, mais es-tu capable de faire le bilan sur le franc CFA qui est utilisé par le Bénin? Et oui, parce que le Bénin utilise le franc CFA depuis 1945. Ça a été mis en place, donc comme je disais, Général de Gaulle et sa clique, en décembre, le 26 décembre 1945. Jusqu'à nos jours, le Bénin utilise le franc CFA. Est-ce que M. Talon est capable de faire le bilan de l'usage du franc CFA sur l'économie béninoise? Voilà une question fondamentale, essentielle. Voyez-vous? Et là, tous les journalistes chroniqueurs et, observateurs, politologues et tout ça, ben, il faut plancher là-dessus. Puisque cette interview-là, elle dure 53 minutes. Plus de 52 minutes, en gros. Eh bien, il dit des choses et il faut essayer de décortiquer. Et je vous dis, quand il parle de faire le bilan, et il tire un bilan négatif, puisqu'il dit les conférences c'était gentil, on s'est retrouvés et tout, on a dit des choses et tout, d'accord. Mais par contre, 30 ans après, le Bénin n'a pas évolué sur le plan de développement. Voilà ce qu'il dit. Mais ce qui pose problème, c'est le fait que, je dis, il est à l'aise finalement pour être plus fort avec les faibles et puis être plus faible avec les forts. Le franc CFA étant utilisé là-bas au Bénin, ça fait que les Français, ce sont eux qui sont gagnants. Évidemment, c'est l'économie française qui est gagnante. Évidemment, c'est l'oligarchie française qui est gagnante. Évidemment. Et non pas le Bénin. Donc, s'il avait les couilles, s'il avait le courage qu'ont eu Thomas Sankara, qu'ont eu Jerry Rawlings, ce sont des gens intègres, ce qui n'est pas le cas de Talon. Parce qu'à un moment donné, vers la fin, sur 10 minutes avant la fin, je crois, l'un des journalistes là lui pose la question sur quel est son modèle, ou alors quelle est son idéologie. Parce qu'il a cité le cas de Sankara et le cas de Jerry Rawlings, pour savoir, quand ils sont arrivés, ils ont estimé qu'il y avait le cafouillage, donc on va mettre de l'ordre. Et lui dit non, il est pragmatique, tu parles. En réalité, on est dans des réflexions qui sont partagées. Moi, ce à quoi il me fait penser, j'avais dit ça dans ma vidéo précédente, je dis que Patrice Talon, il a pour inspiration, il n'ose pas le dire là, mais il y a M. Alassane Ouattara, qui est son modèle, et puis il y a, le président Kagame. Mais ça nous ramène à quoi? Mais ça nous ramène à l'époque du parti unique. C'est tout simplement ça. Et que donc, moi, toujours en tant que citoyen libre, je donne mon point de vue, et je dis quoi? Je dis, mais écoutez, aujourd'hui, on a affaire au 21e siècle, surtout, à des civils, mais qui sont beaucoup plus violents dans leurs méthodes, ils sont beaucoup plus dictatoriaux dans leurs méthodes que des militaires. Parce qu'il fut un temps, dans les années 70, 80 et tout ça, surtout les années 80, les militaires occupaient les postes de président dans les différents pays africains, certains pays. Bon, mais si on évalue, on fait un bilan pour savoir
le réuniment des droits des individus, les droits des citoyens dans ces différents pays-là. Mais aujourd'hui, c'est pire, hein, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, qui encore, hein, ces pays-là où il y a des civils, mais qui sont pires que les militaires. Et quand on prend le cas du Bénin, par exemple, il faut se rappeler du président, enfin, le général Mathieu Kérékou, qui lui est un militaire. Et que je dis, quand un militaire fait de la dictature, mais il n'y a rien d'étonnant. En revanche, ce qui est surprenant, c'est que les civils aujourd'hui, ce sont eux qui sont dictateurs. Et ils brillent, ils font un concours dans la zone, voilà, hein, toujours comme d'habitude, excusez-moi, derrière moi, vous avez le panneau, hein, zone CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Voilà, c'est ça qui nous caractérise. Et je dis que ça, c'est mon cheval de bataille, parce que je dis, on peut lutter contre ça. Et déjà, d'ailleurs, en faisant cette promotion-là, en diffusant cette information, c'est pour dire, cette façon, faire prendre conscience et dire, ben, écoute, on peut y arriver, pourvu qu'on le veuille. Voilà. Donc, ils terrorisent tout le monde, et en fait, cette richesse-là qu'ils pensent créer, ces développements dont ils parlent, c'est au bénéfice d'une minorité, une ultra-minorité, hein, vis-à-vis du peuple béninois. On nous dit quoi? On nous dit que, par exemple, en 2016, quand il a été élu président, face à, comment il s'appelle, Zinsou, qui était envoyé par la France, mais je vous dis, avec le recul, on se dit, mais finalement, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, quoi. C'est-à-dire que si ça aurait été Zinsou, ça aurait été pareil. Voilà, donc, mais là où lui, moi, je ne lui fais pas de cadeau, vraiment, je dis, il a dupé le peuple. Mais oui, à l'époque, il y avait 48 candidats qui avaient déposé leur candidature auprès de la commission, et il y en avait 33 qui avaient été retenus. Vous vous rendez compte, hein, 48, on est passé à 33. Donc, il y a 33 qui ont été sélectionnés et qui se sont présentés. Et donc, au premier tour des élections en 2016, il y avait 33 candidats. Et puis, lui, il est passé au deuxième tour. Donc, il y avait lui, il y avait d'abord Zinsou qui était arrivé en premier, je crois, et puis il était en deuxième, lui, Talon. Et puis en troisième, c'était M. Ajavon. Voilà. Et finalement, le faiseur de roi, c'était M. Ajavon. Et le pauvre, je dis le pauvre, je veux dire qu'il doit regretter. Mais bon, c'est la vie. Parce qu'il est très filou. Il est filou, Patrice Talon. Parce qu'il a perturbé Aïboni qui lui était... bon, j'ai déjà fait des vidéos, il faut que je revienne là-dessus parce que comme YouTube... mais on va les mettre en ligne. Hein. D'ailleurs, on est petit à petit en train de les mettre en ligne, c'est-à-dire en archive. Hein, tout ce que j'ai fait auparavant. Et, un grand merci au frère vraiment qui est excellent. Qui est un vrai patriote. Un vrai panafricain. Un frère... qui est originaire de la Caraïbe, que j'aime beaucoup. Vraiment, on partage les mêmes idées. Voilà. C'est grâce à lui que voilà, vous vous retrouvez là. Parce que je dis, si ça dépendait que de moi, j'allais prendre mon temps. Alors que lui, il m'a dit non, c'est un peu comme dans une compétition, on t'a sorti du terrain et toi, tu vas rester dans les vestiaires alors qu'on te demande sur le terrain. Donc voilà, il m'a dit voilà, maintenant, grâce à son concours, hein, à son aide, et puis là, les vidéos sont diffusées à nouveau. Moi, je donne mon idée, et puis enfin, mes idées. Et puis lui, après, il les balance. Voilà comment ça se passe. Bon. Mais en gros, donc Patrice Talon, le cas de figure que nous assistons aujourd'hui en 2021, pour les élections prévues le 11 avril prochain, voilà, 2021, eh bien, il a copié, comme j'ai dit, son modèle, c'est le président de Côte d'Ivoire, parce que le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, enfin le mercenaire en Côte d'Ivoire, hein, M. Ouattara, mercenaire, eh bien, mercenaire au service de la France, hein, c'est ça la précision qui est importante. Lui, il y avait 40 candidats, je crois, si je me trompe plus, et il a retenu, en fait, 3 candidats et lui, donc voilà, et donc ils étaient 4. Hein, pour se présenter aux élections prévues en octobre dernier, le 31 octobre. Bon. Mais au fond, dans les candidats qu'il avait retenus, donc vous avez le président Konan Bédié, vous avez Pascal Affi-N'Guessan, monsieur Pascal Affi-N'Guessan, vous avez Kakabé, hein, le plus grand corrompu de Côte d'Ivoire. Bon, il faut un concours là-bas aussi. Hein. Mais bon, c'est la zone CFA. Hein. C'est dingue, c'est dingue. Et puis, qui avait encore, qu'il avait retenu voilà, Konan Bédié, Affi-N'Guessan, Kakabé, et puis lui-même, voilà, là, que ça fait 4. Eh bien, Talon, lui, voilà, il a essayé même de dépasser son, comment on appelle ça, son modèle, sa référence à Alassane Ouattara, puisque cette fois-ci, il y avait 20 candidats, y compris lui-même, et finalement, il a choisi 2, voilà, et puis lui, ça fait 3. Donc il y a 17 candidatures sur les 20 qui ont été écartées, dont la candidature, évidemment, de Gagnou Soglo, qui lui a échappé par miracle à un assassinat. Donc il faudrait qu'on nous donne des précisions là-dessus. Moi, quand j'ai essayé de m'intéresser un petit peu au dossier ces derniers jours, j'ai cru savoir que le conducteur, parce que dans la voiture, monsieur Gagnou Soglo, qui était candidat,
il a été blessé au thorax. Et donc, j'ai appris que il a été transféré ici en France. Ce que je regrette d'ailleurs, parce que je me dis, mais il y a tellement de pays, pourquoi ils viennent en France? Voilà. C'est ça notre difficulté. Là aussi, c'est pareil, ça rentre dans l'aliénation. Je suis désolé. S'il y avait que la France qui avait les moyens, alors que non, il y a plein de pays qui ont les moyens pour sur le plan médical. Voilà. Et puis là aussi, c'est un échec de M. Talon, parce qu'en réalité, il est là depuis 5 ans. Eh bien, comment se fait-il que, il n'a pas pu construire en 5 ans voilà, un hôpital là-bas digne, une clinique digne, pour accueillir les citoyens béninois qui n'ont pas besoin de venir ici en Occident ou aller à l'étranger. Voilà. Donc c'est un échec. Échec sur le plan de la sécurité, échec sur le plan des droits humains. Alors là, il détient le flambeau, mais il n'en a rien à foutre, parce qu'il est dans un schéma ancien. Or, ce que je rappelle moi toujours, je dis, mais écoutez, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit M. Talon, ce que vous faites aujourd'hui en parlant de développement, c'est votre religion, le développement, le développement, en fait, par tous les moyens, voilà. Eh bien, Houphouët-Boigny, qui est le fondateur du concept de la France-Afrique, Houphouët-Boigny, eh bien, il a fait ça avant vous. Mais ça, c'était une époque ancienne, révolue. Et c'est bien pour ça que je dis que vous êtes à vivre dans l'anachronisme. Parce que Houphouët-Boigny, il avait placé la Côte d'Ivoire dans une situation où, à l'époque, on qualifiait le pays en voie de développement. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'émergence. Voilà, c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était le pays en voie de développement. Donc la Côte d'Ivoire était en concurrence avec des pays comme le Brésil, avec les pays comme la Corée du Sud, et ainsi de suite. Voyez-vous? Eh bien, qu'est-ce qu'on constate au XXIe siècle? Mais la Côte d'Ivoire, là maintenant, elle joue à dire que voilà, je suis mieux placé dans la sous-région. Mais n'importe quoi. Ça veut dire que c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est de faire participer tous les enfants du pays à la gestion des biens du pays. C'est de ça dont il s'agit. Or là, que ce soit M. Ouattara, il a quand même un mépris très profond pour les Ivoiriens. Les choses sont claires. Et puis aussi, la classe là-bas, politique, ils ne sont pas à la hauteur. Voilà. Et donc, il se fait plaisir. Donc, comme c'est le Bénin cette fois-ci, voilà, je ne peux pas parler trop de la Côte d'Ivoire. Mais donc, au Bénin, on est dans cette situation-là où il va falloir que le peuple se lève pour dire non à M. Talon. Parce qu'il faut se rappeler que ce monsieur, quand il est arrivé, il avait dit qu'il allait faire un seul mandat. Vous voyez? Donc, ça déjà, c'est un point important à retenir, comme quoi c'est un menteur. C'est pour ça que je dis c'est un voyou en col blanc. Voilà, c'est un démagogue. Alors vous me direz là-dessus, il n'est pas le premier ou il n'est pas original. Mais cela dit, lui, il a fanfaronné partout en disant oui, je suis venu pour faire un seul mandat. D'ailleurs, moi, à l'époque, quand il avait dit ça, j'ai dit écoute, bravo, fais ton seul mandat et puis vas-y. Et là, d'une certaine façon, il serait rentré dans l'histoire par la grande porte. Mais c'est pas ça. Ce monsieur, je dis qu'il a des motivations, mais malsaines. Je l'avais dit dans l'une de mes vidéos. Rappelez, regardez là, j'ai mis en archive. Je suis posté là, à Paris, au bord de la Seine, et derrière moi, il y avait le ministère des Finances. Enfin, j'étais, voilà, au bord de la Seine, le ministère des Finances à Paris. Voilà. Et donc, j'ai dit que ces motivations sont malsaines. On y arrive, malheureusement. Voilà. Alors que j'avais fait cette vidéo, et ça remonte maintenant il y a 2 ans. Quelque chose comme ça. Voyez-vous? Eh bien, autre chose, c'est que c'est la Cour africaine des droits de l'homme qui donne des décisions, qui rend ses arrêts, et M. Talon, tout comme M. Ouattara, et ils disent non, ça ne nous sommes pas concernés. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ça veut dire qu'en fin de compte, ça ne vous intéresse pas de respecter les dispositions légales, le cadre légal. Non. Vous êtes des dictateurs, mais pire que des militaires. Mais c'est facile d'instrumentaliser la justice, d'instrumentaliser l'armée, d'instrumentaliser la gendarmerie, la police, et tout ça, et l'administration. C'est trop facile, évidemment. C'est beaucoup plus difficile de convoquer tous les enfants du pays, et puis de leur dire qu'on travaille ensemble, puisque les intérêts ou les richesses du pays appartiennent à tous les Béninois. Les richesses du Bénin appartiennent à tous les Béninois. Les richesses de la Côte d'Ivoire appartiennent à tous les Ivoiriens, sans exception. Or là, ce qu'on constate, c'est que, aussi bien au Bénin qu'en Côte d'Ivoire, ou même au Sénégal aussi, ils ne respectent pas, en fait, les décisions qui sont rendues par la Cour africaine des droits de l'homme. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous n'avez pas renoncé en disant, voilà, moi, mon pays se retire, mais préalablement, pas quand ils rendent leurs décisions, parce que quand les décisions vous sont favorables, là, vous voulez louer la Cour européenne, enfin, la Cour africaine plutôt, excusez-moi, la Cour africaine des droits de l'homme. Mais quand ce n'est pas le cas, vous dites, non, on ne sont pas concernés. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? C'est incroyable, nous sommes au XXIe siècle, on croit être évolué alors qu'on n'est pas évolué du tout. On est avec des gens qui font que l'Afrique ne peut pas se développer. C'est clair. Ah oui, parce que c'est que de l'apparence, là. Parce qu'à partir du moment où tu divises le pays comme ça en 2 ou 3 parties, avec une espèce de rivalité, de haine, on est très loin de pouvoir s'en sortir. Le préalable, c'est de créer des conditions de paix, de sérénité, d'équitude. Et là, tu es sûr que le business va tourner à flot. Parce que dans les pays développés, justement, ils ont ce minimum-là.
Puisque quand les élections arrivent, il n'y a pas de tension, on n'écarte pas les gens, point oui, point non. Lui, il a instrumentalisé la justice. Et du coup, tous ses opposants, ils sont à l'extérieur. Monsieur Ajavon, en l'occurrence. Et je dis que moi, je fais aucune circonstance atténuante pour monsieur Talon, ce mercenaire-là, parce que je dis, il a profité, il a abusé de la confiance du peuple béninois en 2016. Et c'est très grave. Et là, j'espère que le peuple béninois va se lever pour le chasser. C'est tout ce qu'il mérite. Franchement, lui, tous ces sbires-là, tous ceux qui ont la même façon de voir les choses comme lui, qui travaillent avec lui. Franchement, c'est pas croyable. Avant de terminer, une dernière question qu'on lui a posée sur justement l'endroit où s'est déroulée la conférence nationale. C'est tout un symbole. Et bien, vous voyez, ça illustre bien comment le monsieur voit les choses. Il dit que lui, cet endroit-là, on va essayer de le transformer en un grand hôtel. Voilà, et puis les touristes vont venir parce que voilà, c'est le développement. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits pour justement construire des hôtels et puis il n'y a pas d'autres endroits au Bénin là? Et cet endroit-là, il faut le prendre plutôt pour faire un musée. Parce que la démocratie, quand elle est au top, c'est après le développement suit. C'est pas le contraire. Hein. Là, vous êtes en train de mentir au peuple, vous êtes en train de mentir à ceux qui veulent bien être mentis parce que les gens honnêtes, ils voient bien que vous êtes un imposteur. Monsieur Talon est un imposteur, un mercenaire, un imposteur. À mon petit niveau, en tant que citoyen libre, je donne mon point de vue et en même temps, je permets de soulager aussi tous les frères là-bas qui n'ont pas l'occasion de pouvoir dire les choses. Parce que moi, je suis ici à Paris. Voilà. C'est clair. Non, mais quoi? Le Bénin appartient à tous les Béninois. Et moi, comme je me définis comme étant un panafricain, donc je suis à l'aise pour parler du Bénin. Parce que je me sens béninois. C'est clair. Je me sens togolais. Je me sens gabonais. Je me sens tchadien. Hein? Je me sens du Niger. Du Cameroun. Du Burkina Faso. Du Mali. Franchement. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Je me sens centrafricain. Hein? Des voyous en col blanc qui viennent là, qui confisquent le pouvoir, et puis là, ils passent son temps à donner des leçons en disant, voilà, il faut respecter la loi, parce que sinon, la loi, elle est implacable. Et c'est pas vrai. Tu dis ça, mais tous ceux qui sont autour de toi, tous tes amis et toi, même à commencer par toi-même d'ailleurs, est-ce qu'il t'a été clair? À l'époque, il s'est expatrié ici, enfin, il a fui pour venir ici, il a vécu en France ici, en exil. Et faut revoir les archives. Hein? Je veux dire que c'est pas quelqu'un d'intègre, monsieur Talon. Les choses sont claires. Franchement. Ah non, j'espère que le peuple béninois va se lever le moment venu, au moment où il s'y attend le moins. Et puis comme ça, on va le chasser, il va fuir le pouvoir. Tous ces imposteurs-là. Vous allez régler des comptes tôt ou tard, évidemment, parce que vous avez mis le pays en retard. Hein? Tu arrives au pouvoir démocratiquement, avec plus de 65% des voix, grâce à l'aide de M. Ajavon, mais tu devrais être exemplaire. Je me dis même qu'il devait être désintéressé, puisque lui, il a déjà bouffé beaucoup d'argent, volé beaucoup d'argent au peuple béninois. Mais c'est pas le cas. Là, on vient, on joue les plus malins, et puis on abuse. Voilà, c'est abus de pouvoir. Hein. Là, il n'y a pas autre chose, c'est l'abus de pouvoir qu'il fait. Mais ça ne va pas durer longtemps. Merci pour votre attention, et nous sommes ensemble, on ne lâchera rien. À très bientôt. Merci bien.